L'action Disney a corrigé de plus de 30% ces derniers mois, et dans cette vidéo, je vous présente les raisons et mon analyse qui m'ont amené à investir dans l'entreprise. On parlera premièrement des activités de l'entreprise et du business model, et ensuite je vous présente mes chiffres sur l'entreprise et à quel prix j'ai acheté l'action, et je vous dirai aussi pourquoi. Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors Disney est une entreprise américaine qui a été fondée en 1923, et du coup c'est une entreprise avant tout dans le divertissement, et ça je pense que vous le saviez. Elle est connue initialement pour ses dessins animés, et aujourd'hui c'est une entreprise qui est de plus en plus diversifiée comme on va le voir. Et donc une des principales raisons qui m'a fait investir, c'est avant tout l'image de marque que Disney a dans la pensée collective. Et comme le dit souvent Warren Buffett, les entreprises avec une marque et avec une réputation, elles ont un énorme avantage compétitif dans le fait qu'elles peuvent plus facilement fixer les prix. Et d'ailleurs, en parlant de marques, etc., et donc on va commencer par ça. Disney, ils ont tous les classiques, les Mickey, Roi Lion, Aladdin, donc tous les dessins animés que la plupart d'entre nous ont connus de notre enfance. Et en plus de ça, ils ont réussi à continuer à grandir et à développer leur marque, notamment en faisant beaucoup d'achats d'entreprises. Donc par exemple, ils ont acheté Marvel, ils ont acheté la Fox, ils ont National Geographic, ESPN pour le sport, donc ça c'est des chaînes de télé. Ils ont aussi Lucasfilm, donc ça c'est Star Wars. Donc voilà, on voit qu'ils sont très diversifiés. Et d'ailleurs, je voulais vous parler donc de diversification, notamment parce que l'entreprise, malgré la pandémie et le fait qu'elle ait énormément souffert, elle a quand même assez bien résisté. Et là, on voit qu'elle est en train de remonter, de retrouver des bénéfices d'avant la pandémie d'ores et déjà, alors que ça fait même pas 2 ans. Et pour information, pour vous dire à quel point ils ont souffert, alors ils ont eu les parcs qui ont fermé, mais il y a aussi les cinémas, donc les films n'ont pas pu aller au cinéma dans beaucoup de pays. Les croisières ont aussi fermé. Donc ils ont vraiment pris un gros choc. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'entreprise a eu un trimestre où elle a perdu de l'argent et c'était pas arrivé depuis des décennies. Donc vraiment, ça a été un gros événement pour eux, mais malgré ça et grâce à leur diversification, ils ont réussi à absorber la vague et c'est vraiment quelque chose qui m'a amené à revenir vers cette entreprise. Donc d'un point de vue de la diversification, alors ils ont toutes les chaînes télé. Alors je sais qu'aux États-Unis ils l'ont via le câble. En France, ça doit être aussi par exemple sur Canal+. Donc ils ont National Geographic, ils ont aussi le sport, ils ont évidemment Disney Channel, donc les chaînes Disney, ils ont aussi les studios ABC. Bref, ils ont énormément de contenu qui va directement à la télé. Donc ça, c'est une première partie de leur segment d'activité. Ensuite, ils ont la partie la plus connue, qui est tout simplement les films, les productions qui vont au cinéma, et aussi la musique Disney dans les dessins animés notamment. Donc ça, pour ça, ils ont les studios d'animation. Ils ont aussi évidemment Marvel. Ils ont Lucasfilm pour les Star Wars qui vont au cinéma. Donc ça, c'est leur deuxième business. Ils touchent énormément de royalties à chaque fois qu'un film passe à la télé, au cinéma, etc. Ensuite, leur troisième segment, c'est tout simplement les parcs, les jouets, tout ce qui est merchandising, tous les dérivés en fait de leurs produits. Donc tout simplement là, c'est toutes leurs marques qu'on peut retrouver aussi bien dans leurs parcs d'attractions aux États-Unis, en Chine, à Hong Kong, au Japon et à Paris, si j'en ai pas oublié, normalement c'est bon. Et enfin, leur dernier secteur d'activité, c'est le direct consumer. Donc ça, c'est le plus nouveau et ça comprend notamment Disney+, qui est assez connu maintenant, qu'ils ont lancé il y a quelques années. Et donc c'est l'équivalent d'un Netflix. Et là, donc vous vous abonnez directement sur votre télé ou sur votre ordinateur et vous pouvez regarder tout leur catalogue de films. Alors ça d'ailleurs, ça m'amène sur le document des investisseurs. Donc ça, c'est celui du premier trimestre 2022. Et donc dessus, évidemment, vous retrouverez tous les chiffres que je vais utiliser un petit peu plus tard dans mon analyse chiffrée qui est ici. Mais je voulais vous montrer précisément cette page avec les abonnements sur leurs différents services de streaming. Alors comme on le voit ici, Disney+, ils sont passés de 94 millions d'abonnés à presque 130 millions en un an entre 2021 et 2022. Donc vous voyez, sur ce secteur-là, la pandémie les a pas affectés, bien au contraire, ça a dû les aider à croître. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'ils ont 21 millions d'abonnés sur ESPN et ensuite sur Hulu TV qui est aux États-Unis, ils sont à 40 millions et avec d'autres live TV, ils sont à 45 millions. Donc si on additionne le tout, on est à 130, 170, 190. Et je me suis amusé à aller voir Netflix juste pour comparaison. Et Netflix, on est sur du 220 millions. Donc vous voyez que pour un service qui a été lancé bien après Netflix, on n'est pas loin des mêmes niveaux d'abonnés. Donc ça pour moi c'est un excellent signe et ça veut dire que les deux, même s'ils sont en concurrence, ils arrivent à avoir des abonnés, sachant que Netflix c'est aussi une entreprise qui m'intéresse énormément.
Donc voilà un petit peu pour le business de l'entreprise et donc maintenant je vais juste vous montrer ma position avant de passer sur les chiffres plus en détail. Donc moi j'ai ouvert une position à 138 $. Pour information, j'ai ouvert une petite position pour l'instant autour des 450 $. J'ai acheté en gros 3 actions. Et ce que je voulais vous montrer aussi, vous voyez, c'est que à l'époque, du coup, j'avais vendu l'action au niveau des 188 $. Alors j'avais fait une belle plus-value dessus, ça c'était avant la chaîne YouTube, vous voyez, on est sur les niveaux de janvier-février 2021 et moi j'ai dû commencer à faire des vidéos sérieusement vers juin, donc 4-5 mois après. Et là, bon, l'entreprise depuis, elle a bien corrigé, comme on le voit, de presque 26-27% au moment de mon point d'entrée. Et donc j'ai décidé de rentrer sur l'action pour toutes les raisons que je vais vous montrer maintenant. Donc maintenant, on va passer dans la deuxième partie de la vidéo, qui sont tous les chiffres, la croissance de l'entreprise, etc. Alors tout d'abord, pour rappel, quand je regarde une entreprise, la première chose que je fais, c'est de regarder le business model. On vient de le faire ensemble dans la première partie. Ensuite, en deuxième, je vais toujours voir les revenus et la croissance des revenus. Alors sur Disney, on va être sur quelque chose d'assez intéressant. Donc si vous regardez, c'est une entreprise qui a une belle croissance depuis très longtemps. D'ailleurs là, le graphique s'arrête en 2009, mais c'est une entreprise qui existe depuis bien plus longtemps. Mais ensuite, on voit donc au début de la pandémie, ils ont eu une énorme baisse de leurs revenus. Et rien d'étonnant, les parcs ont fermé, les cinémas ont fermé, l'entreprise, donc, elle a perdu de l'argent. Et ça, on va le voir d'ailleurs juste après sur la page des revenus nets. Et on voit que l'entreprise a eu, hélas, 4 trimestres où elle a perdu de l'argent. Et d'ailleurs, on va le voir un petit peu plus tard, ils ont aussi eu à couper leurs dividendes. Cependant, si on regarde juste avant ça, c'est une entreprise qui a une croissance extrêmement solide depuis de nombreuses années. Alors, je ne vous le cache pas, on n'est pas sur la croissance de Google, de Microsoft ou de telles entreprises. Cependant, ça ne veut pas dire que c'est pas une entreprise qui doit avoir sa place dans mon portefeuille, notamment comme on va le voir juste après avec le dividende, la diversification et aussi le fait qu'il soit dans le secteur du divertissement et de l'entertainment du coup, qui est un secteur sur lequel je ne suis pas forcément trop exposé et c'est pour moi un très bon choix pour m'y exposer. Ensuite, on va aller voir les marges, qui est toujours ce que je regarde après la croissance des revenus. Donc, on va directement sur les marges nettes. Et là, si on regarde, c'est une entreprise qui, avant la pandémie encore une fois, entre 2010 et 2019, a eu une marge qui s'est bien améliorée avec le temps. Ils ont fait un très bon travail là-dessus. Et juste avant les problèmes de la pandémie au niveau de 2017-2018, on était sur des marges nettes de plus de 20%, ce qui est extrêmement conséquent. On est sur des marges qu'on peut retrouver dans les entreprises de la tech totalement dématérialisées. Sauf que là, on est quand même sur une entreprise qui certes a dû dématérialiser avec les films, le streaming, mais ils ont aussi des croisières, des parcs d'attractions, des hôtels, etc. Donc vraiment une marge impressionnante et c'est quelque chose qui m'attire énormément. Et c'est d'ailleurs toujours un des premiers points que je regarde, comme vous le savez, dans une entreprise. Très bien, donc ensuite on va passer à tous les autres ratios qui viennent toujours après pour moi les premiers points que je vous ai cités. Alors en price to sales, historiquement, vous voyez qu'on se balade autour, allez, sur les 5 dernières années autour de 3. Et on voit que pendant la pandémie, on a explosé tout simplement parce que leurs ventes ont baissé et le prix de l'action n'a pas autant corrigé. Et là, on voit que ça y est, on est enfin revenu sur des niveaux raisonnables autour de 3 à 3,5 actuellement. Donc on voit que le point d'entrée que j'ai pris, il est revenu sur des niveaux historiques raisonnables et j'ai pas acheté au plus haut. Ensuite, on va voir le PI, on va retrouver la même chose, sauf que l'avantage, c'est que sur le PI, on va voir qu'ils ont bien perdu de l'argent. Donc historiquement, on est sur un PI qui se balade entre 15 et 20 les dernières années, et même on voit qu'à l'époque, on était sur du 19-20 en 2015. Et là, ensuite, on voit donc effectivement que sur 4 trimestres, ils étaient à zéro parce qu'ils ont perdu de l'argent. Ensuite, ils sont devenus profitables. Donc là, on a explosé à presque 300 parce qu'ils ont gagné un tout petit peu d'argent. Et donc là, actuellement, on est en train de revenir se stabiliser sur des niveaux. Alors, on est encore élevé avec un PI de 80. Cependant, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas encore retrouvé leur profitabilité d'avant pandémie. Je me reprends, pardon. Mais pour moi, ils vont revenir comme on va le voir juste après. Et enfin, on va regarder le dernier point que je voulais vous montrer, c'est le dividende historique. Donc il l'avait payé avant de le couper en 2020 et on voit qu'il ne l'augmentait pas non plus chaque année, donc c'était pas forcément un dividende aristocrate. Cependant, ils avaient un bon dividende qui se baladait entre 1 et 2% selon les années. Et là ensuite, bon, il y a un petit bug, je sais pas pourquoi ils me l'ont conservé, mais je confirme qu'ils l'ont bien coupé début 2020. Et honnêtement, une des raisons aussi pour laquelle j'achète cette action, c'est tout simplement parce que c'est une action croissance, mais qui avait aussi par le passé un dividende croissant. Et c'est une des raisons pour laquelle j'achète l'entreprise, parce que je pense qu'elle va avoir une croissance sur les prochains mois si la pandémie s'arrête et si on n'a pas d'autres problèmes. Même si vous le savez, moi avant tout, je fais pas du court terme, ça c'est de la spéculation. Mais sur le long terme, je pense que l'entreprise a un fort potentiel de croissance, pas un énorme potentiel de croissance comme on va le voir dans mon Excel d'ailleurs ici, mais je pense qu'elle a un bon potentiel de croissance. À
allié à un dividende qui pour moi va certainement revenir. Parfait, donc passons maintenant à mes chiffres. Alors c'est un petit peu difficile à faire à cause de cette pandémie, encore une fois, elle nous aura vraiment embêté celle-là. Donc là, on a les revenus de 2018 à 2021, et donc on voit sur les revenus bruts qu'on a eu une belle augmentation jusqu'en 2019. En 2020, on est retombé, et en 2021, on arrive à peine à revenir au niveau de 2018-2019. C'est encore plus flagrant sur le net, parce que là, si vous regardez le net, on a eu en 2020 une perte. Et en 2021, on est revenu à 2 milliards contre 12 milliards. Donc on n'a clairement pas tout rattrapé, et ça se voit sur la marge nette instantanément. Là, on est sur du 3% de marge nette en 2021, alors qu'on était sur du 20% en 2018. Alors du coup, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé traiter la croissance de l'action avant la pandémie. Donc là, je vous ai mis les chiffres de 2017 à 2019, et on arrive donc sur quelque chose qui pour moi représente plus la capacité de croissance de Disney autour des années 2010-2020, en enlevant ce qui s'est passé, cet événement exceptionnel. Et donc on voit que ici, si on fait la croissance annuelle composée sur donc ces 3 années, on est sur du 12% sur les revenus bruts, et on est sur une marge qui se balade entre en gros 15 et 18%. Donc maintenant, on va arriver sur la partie difficile des analyses, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous répète toujours que je ne vous donne pas de conseils, vous faites vos propres chiffres futurs, parce que c'est impossible de le savoir ce qui va se passer, personne ne le sait, donc on ne fait que extrapoler la croissance passée dans le futur, et est-ce qu'on estime qu'ils vont faire mieux ou moins bien selon les diversifications de l'entreprise, la stratégie et le management et le chemin qu'ils sont en train de prendre. Et encore une fois aussi, des personnes sont plus ou moins raisonnables. Je vous regardais sur Finviz et on voit que sur Finviz, ils ont mis les analystes une croissance annuelle composée des revenus nets sur 5 ans à plus de 40%. C'est beaucoup et je suis pas certain qu'ils arrivent à le faire, et donc moi dans mon analyse chiffrée, j'ai pris beaucoup moins. Encore une fois, ça c'est personnel. Donc voilà, maintenant que je vous ai dit un petit peu la prudence qu'il faut quand même prendre, personnellement, je vais prendre une croissance annuelle composée sur les 5 prochaines années autour de 12%. Donc pour moi, ça c'est excellent. On est au-delà des 10%, on n'est pas sur un 20% que je pourrais donner à un Google par exemple, mais on n'est pas non plus sur du 4-5% qu'on peut retrouver dans plein d'entreprises beaucoup plus faibles en termes de croissance. Je pense ici aux consumer discretionaries, etc. Et par contre, ensuite, au niveau de la marge, là, moi, je vais être un petit peu plus généreux. Je pense que c'est une entreprise qui, pas forcément en 2022, mais en 2026, d'ailleurs, c'est sur 2026 que se basent mes chiffres, donc dans 5 ans, je pense que c'est une entreprise qui aura aucun problème à venir ressortir la marge qu'elle avait au niveau des années 2018, tout simplement parce qu'ils sont en train d'accélérer au niveau des revenus dématérialisés, au niveau des abonnements, Disney+, etc. Un autre point aussi que j'apprécie, qui je pense va améliorer leur marge, c'est que Disney, ils veulent se lancer dans la publicité, mais contrôlée par eux-mêmes. Donc en fait, ce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire, c'est qu'ils allaient sortir un abonnement Disney+, qui serait beaucoup moins cher, donc il serait pas autour des 8-9 dollars, ou des 8-9 euros plutôt en France, il serait peut-être à 1 ou 2 dollars, par contre il y aurait de la pub, et il serait rémunéré sur cette pub. Et on sait que ça, c'est un business extrêmement profitable. C'est le business notamment de Google, de Facebook, donc voilà, il y a énormément d'argent à se faire, et il y a des marges exceptionnelles, vous connaissez les marges notamment de Facebook qui seront hallucinantes. Un autre point aussi qui me fait être très confiant sur une croissance à 12% et une marge à 20%, c'est tout l'aspect que les personnes vont avoir beaucoup plus de temps pour regarder du contenu, aussi bien dans les transports, on va devoir retourner au travail alors qu'on était en télétravail pour beaucoup. Je pense aussi dans un avenir un petit peu plus lointain à la conduite autonome, donc les personnes vont avoir plus de temps pour regarder du contenu au lieu de passer du temps à conduire, etc. On n'y est pas encore, certes je sais, mais pour moi c'est le futur et on y arrivera un jour. Et donc ce sont aussi d'autres raisons qui me poussent à être entre guillemets généreux sur ces croissances, mais pas non plus trop généreux. Si on regarde historiquement, je suis tout à fait en ligne et je me suis pas amusé à aller imaginer un 30% de croissance sur Disney. Très bien, donc maintenant sorti de ça, j'obtiens mes revenus bruts dans le futur, mes revenus nets dans le futur avec ma marge de 20%. Du coup, j'ai mon EPS, donc mon revenu net par action, et j'ai mon PI dans le futur. Et je précise que ce PI, c'est par rapport au prix de l'action aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'action, au moment où je vous fais cette vidéo, on est sur du 140 dollars, ce qui nous fait donc un PI l'année prochaine en théorie autour de 17 et en 2026 autour de 10. Pour information aussi, je vous ai mis quelques infos rapides sur l'action. Donc c'est une entreprise qui aujourd'hui pèse un peu plus de 250 milliards de capitalisation. Elle a un price to sales à 3,5 comme on le voyait plus tôt. Et ensuite ils ont le quick ratio à plus de 1, donc on n'a pas de souci a priori sur les assets par rapport aux liabilities.
Cependant, je vous le montrerai pas dans cette vidéo, je veux pas qu'elle soit trop longue, mais c'est une entreprise qui a quand même beaucoup de dettes, je parle en anglais, de dettes sur le long terme. Ça m'inquiète pas trop, c'est pas de la dette court terme, ils ont aussi du cash, mais sachez-le, c'est une entreprise qui est endettée, ils ont levé beaucoup de dettes à cause de la pandémie, et donc évidemment, c'est un risque à prendre en compte, je tiens à vous le dire. Très bien, donc maintenant on passe sur mes estimations. Donc pour mes estimations futures, je dois avoir un PI. J'estime que l'entreprise, en 2026, le marché lui donnera un price to earning à 20. Ça, c'est totalement subjectif. Évidemment, je regarde ce qui s'est passé par le passé et on voit qu'historiquement, on se balade. Allez, en 2015, on était à 19-20. Ensuite, en 2018, on est retombé aussi bas que 12, mais on a eu des années à 16-17. Et là, sur les dernières années, on était en 2019 remonté sur entre allez, 17 et 20. Donc là, je suis assez généreux. Et si vous voulez, d'ailleurs, juste après, je pourrais vous le passer à 15. On va voir ce qui se passe. Il y aura moins du coup de croissance possible sur le futur. Donc si on regarde l'action actuellement à 140 $, d'après mes chiffres, ça veut dire que, entre guillemets, en 2026, je devrais avoir fait un presque x2 à 1,87 en multiplicateur. Et si je l'achète autour des 120, on serait à 1 x2. Par contre, si je l'achète au niveau des 200 $, le prix qu'elle était il y a encore quelques mois, donc au plus haut, là, on est sur une croissance à seulement de plus 30% en 5 ans, ce qui est trop bas pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à réinvestir sous les 40 $, tout simplement parce que ça me donne un potentiel de croissance autour des x2. Alors évidemment, et du coup, là vous le voyez comme je vous le disais juste avant, on n'est pas sur une croissance exceptionnelle qu'on pourrait avoir sur des entreprises plus risquées, mais c'est pas forcément un problème pour moi parce qu'il faut considérer que c'est une entreprise qui a une croissance très stable depuis des décennies. C'est aussi une entreprise qui a payé un dividende pendant très longtemps et qui devrait recommencer à payer un dividende certainement au-delà des 1%. C'est une entreprise qui aussi historiquement fait croître son dividende, du moins elle le faisait dans le passé. Donc voilà, c'est une entreprise beaucoup plus sage, entre guillemets, mais sur laquelle moi je veux investir aussi parce que ça me permet de diversifier mon portefeuille et d'insister sur ce secteur dans lequel je crois profondément, qui est le secteur du divertissement. Et d'ailleurs, pour information, j'ai aussi du Netflix qui est en concurrence certes, mais qui est aussi une entreprise qui me permet de m'exposer à ce secteur du divertissement. Et pour info, je vous ferai une vidéo sur Netflix dans le futur, c'est prévu. Donc comme je vous le disais, je vais quand même vous changer le PI. Donc si vous pensez que Disney va devenir une entreprise avec une plus forte croissance dans 5 ans, dans ce cas-là, vous pourriez lui donner un PI de 25. Et donc on voit que si je lui donne un PI de 25, je ferai un x2,3 en 5 ans avec un prix d'achat à 140 qui est le prix d'aujourd'hui. Et à l'inverse, si vous pensez que c'est une entreprise qui aura moins de croissance, ou alors si vous pensez tout simplement que les multiplicateurs qu'on va utiliser sous les actions dans le futur seront plus bas et qu'on le met à 15, et bien dans ce cas, on voit que pour faire un x2, il faudrait être plus sur un achat autour des 100 $ si on veut être très conservateur. Donc voilà, moi personnellement, je reste sur un PI à 20 dans 5 ans et c'est à peu près les prix d'achat. Donc en conclusion, eh bien, c'est une entreprise dans laquelle j'investis parce que je lui vois un potentiel de croissance et notamment un potentiel de reprise avec ce qui s'est passé pendant la pandémie. Je ne pense pas multiplier mon argent par 10 dessus, mais c'est pas grave, c'est pas l'objectif. C'est une entreprise qui a une croissance historique exceptionnelle. Ils ont un catalogue de produits qui ne va pas disparaître. Les fans de Star Wars, les fans de Disney, etc. vont continuer à les regarder. Ils continueront à produire. Ils ont quand même un catalogue exceptionnel de production, aussi bien dans les films, comme on le disait, du Marvel, du Disney, etc. Ils ont la Fox. Ils ont aussi tous les dessins animés avec Walt Disney, avec Pixar. Donc vraiment un catalogue exceptionnel. Au niveau du prix de l'action, personnellement, je pense continuer à l'acheter tant qu'elle se balade, allez, autour des 140, 150 et voire plus bas. Si elle descend, évidemment, j'en rachèterai. Je n'ai pas encore précisément décidé combien j'allais investir dessus. Je pense que c'est une action que je monterai sans souci autour des 1500 à 2000 $, ce qui la ramènerait aller à 2-3% de mon portefeuille action, et bon, bien sûr, beaucoup moins par rapport à mon patrimoine si vous rajoutez les ETF, la crypto, l'immobilier, en sachant aussi qu'en parlant d'ETF, c'est une entreprise qui est bien représentée dans mes ETF, notamment le S&P 500, donc en l'achetant dans mon portefeuille en direct, ça me permet d'insister encore dessus, de mettre encore un plus gros poids d'allocation dessus. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de Disney. Je sais que certains d'entre vous l'ont en portefeuille, vous en avez déjà parlé. D'autres peut-être pas. Est-ce que vous pensez l'acheter? Est-ce que vous l'avez d'ailleurs déjà acheté par le passé? Donc voilà, sur ce aussi, comme d'habitude, écoutez, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, à mettre un petit like. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit dans la prochaine vidéo.